Elle était la fille unique du chef mafieux le plus redouté de la côte Est. À l'âge de 6 ans, on lui a diagnostiqué un cancer du foie rare et agressif. Les médecins ont déclaré qu'il ne pouvait plus rien faire et qu'il ne lui restait que 4 mois à vivre. Aucun traitement ne fonctionnait. Il n'y avait plus aucun espoir. Son père, un homme dont le nom faisait trembler les adultes, un homme qui pouvait acheter des hôpitaux entiers s'il le voulait, a essayé tout ce que l'argent et le pouvoir pouvaient acheter. Il a menacé les médecins. Il a fait venir des spécialistes du monde entier. Il aurait brûlé tout le système médical si cela avait permis de sauver sa petite fille, mais rien n'a fonctionné. Et au final, ce n'est pas un médecin ou un scientifique qui l'a sauvée. C'était la nounou. Ce que cette femme a fait en secret, sans demander la permission, sans en parler à personne, sans rien attendre en retour, a mis à genoux l'homme le plus impitoyable d'Amérique. Elle a risqué sa propre vie pour sauver une enfant qui n'était pas la sienne. Et lorsque la vérité a été révélée, tout a changé. Voici l'histoire vraie qui montre que l'amour, lorsqu'il est véritable, n'a pas besoin d'ADN. Il n'a besoin que de courage. Et parfois, les plus grands miracles viennent des cœurs les plus brisés. Avant de continuer, cliquez sur le bouton « S'abonner » et activez les notifications pour ne pas manquer la suite. Laissez un j'aime si vous croyez que l'amour peut déplacer des montagnes et commentez ci-dessous. Avez-vous déjà été témoin d'un sacrifice aussi puissant? Le manoir de Nathan Cross était situé au sommet d'une colline surplombant le port de Boston, décoré comme un château de conte de fées. Des centaines de ballons violets et roses étaient suspendus au plafond. Des rubans scintillants enroulaient l'escalier. Une banderole sur laquelle était inscrit « Joyeux anniversaire, Emily » était suspendue au milieu du vaste salon. Sur la table principale trônait un gâteau à 3 étages surmonté d'un chiffre 6 en crème fouettée, entouré de minuscules fleurs violettes en sucre. Tout était parfait. Tout était éblouissant, mais personne dans cette pièce n'était vraiment heureux. Emily était assise dans un fauteuil roulant au centre de la pièce, petite et fragile comme un pétale sur le point de se faner. Elle portait la robe de princesse violette dont elle rêvait depuis des mois. Sur sa tête, elle arborait une petite couronne étincelante, mais la robe pendait désormais mollement, car son corps était devenu beaucoup trop maigre. Son visage était pâle, ses pommettes saillantes et ses longs cheveux noirs et brillants n'étaient plus que quelques mèches clairsemées après plusieurs cycles de chimiothérapie. Emily essayait de sourire à tout le monde. Elle faisait signe aux autres enfants, faisant de son mieux pour paraître joyeuse, mais ses yeux n'avaient plus l'étincelle espiègle d'autrefois. À la place, on y lisait une profonde fatigue qu'aucun enfant de 6 ans ne devrait jamais connaître. Les autres enfants étaient les fils et les filles des hommes de Nathan. Ils avaient été amenés ici pour qu'Emily ait des camarades de jeu pour son anniversaire. Ils couraient et riaient, jouant aux princesses et aux chevaliers. Mais de temps en temps, ils jetaient un regard à Emily, mélange de curiosité et de peur. Ils ne comprenaient pas pourquoi leur amie était en fauteuil roulant. Ils ne comprenaient pas pourquoi leur amie avait l'air si différente. Et ils pouvaient sentir l'atmosphère pesante que les adultes essayaient de cacher. Les adultes se tenaient debout dans la pièce, un verre de vin à la main, souriant et discutant. Mais chaque sourire était forcé. Chaque rire était creux. Ils connaissaient de la vérité. Tout le monde la connaissait. L'enfant assise au milieu de la pièce n'avait plus que 4 mois à vivre. C'était peut-être sa dernière fête d'anniversaire. Personne n'osait le dire à voix haute, mais la vérité flottait dans l'air comme un fantôme invisible. Nathan Cross se tenait dans un coin, à l'écart de la foule. Il portait son costume noir habituel, le visage froid comme la glace. C'était l'homme que tout le milieu criminel de la côte Est craignait. C'était l'homme qui pouvait ordonner la mort de quelqu'un d'un simple signe de tête. Mais à cet instant, ses yeux étaient rougis. Il ne quittait pas sa fille des yeux, pas même une seconde. Il regardait Emily sourire, Emily faire signe de la main, Emily essayer d'agir normalement. Et chacun de ces moments lui transperçait le cœur comme un couteau. Marcus se tenait à ses côtés, silencieux comme une ombre. Le chef de la sécurité savait exactement ce que son patron endurait. Il suivait Nathan depuis plus de 15 ans. Il l'avait vu affronter d'innombrables ennemis sans jamais montrer la moindre crainte. Mais c'était la première fois que Marcus voyait Nathan impuissant. Une musique entraînante sortait des haut-parleurs. Une chanson pour enfants sur les princesses et les châteaux. Mais dans cette pièce, cette mélodie joyeuse et enjouée ressemblait à une musique funèbre. Chaque note semblait lourde. Chaque parole sonnait comme un adieu.
Emily battait des mains en essayant de chanter, même si sa voix était faible. Elle ne savait pas ce que tout le monde pensait, ou peut-être le savait-elle, mais choisissait de ne pas s'en soucier. Elle voulait seulement profiter de son anniversaire. Elle voulait seulement être une enfant normale, ne serait-ce que pour quelques heures. Mais il y avait quelqu'un dans cette pièce qui avait décidé qu'elle ne laisserait pas cela arriver. Elle se tenait à côté d'Emily, un plat de gâteau à la main, les yeux rivés sur chaque mouvement de la fillette. Clara Mitchell, la nounou qui s'occupait d'Emily depuis 5 ans. Et dans son esprit, un plan fou commençait à prendre forme. La fête commença à ralentir à l'approche de la fin de l'après-midi. Les enfants étaient épuisés après avoir couru pendant des heures. Ils étaient assis un peu partout dans la pièce, mâchant mollement des bonbons et du gâteau. Les adultes, eux aussi, étaient à court de sujets de conversation. La pièce s'enfonça progressivement dans un lourd silence, seulement rompu par la douce musique qui s'échappait des haut-parleurs. Emily était toujours dans son fauteuil roulant, sa couronne légèrement inclinée sur le côté. Elle semblait plus fatiguée qu'au début, les yeux ternes, fixant le vide. L'assiette de gâteau devant elle était presque intacte, car elle n'avait pas la force de se nourrir seule. Clara le remarqua. Elle ne dit pas un mot, se contenta de s'approcher discrètement d'Emily. Puis elle fit quelque chose qui attira l'attention de tous les invités. Clara s'assit par terre, juste à côté du fauteuil roulant. Sa robe simple effleura le carrelage de marbre glacé. Elle s'en moquait. Elle se moquait des regards des invités élégants qui la regardaient comme si elle était une servante mal élevée. Elle ne se souciait de rien d'autre que de la petite fille assise devant elle. Clara souleva l'assiette, prit une petite cuillère pour prélever une minuscule bouchée et la porta à la bouche d'Emily, d'une voix douce, comme on berce un enfant pour l'endormir. Emily ouvrit la bouche et accepta la bouchée. Le glaçage collait au bout de son nez, blanc brillant comme un petit clown. Clara rit et Emily rit aussi. Un petit rire clair et innocent retentit. « Maman, je veux le morceau avec des fraises », dit Emily d'une voix faible, mais enthousiaste. Clara acquiesça et chercha soigneusement le morceau surmonté d'une fraise rouge et dodue. Elle prit une serviette et essuya d'abord délicatement le nez d'Emily, puis lui donna la nouvelle bouchée. Emily mâcha lentement, les yeux brillants. Puis elle rit plus fort. Ce n'était pas le sourire étrange qu'elle avait forcé tout au long de la fête. Ce n'était pas le sourire destiné à plaire aux adultes. C'était un rire authentique, le rire d'une enfant de 6 ans qui était heureuse. Le genre de rire que ce manoir n'avait pas entendu depuis des semaines. Nathan resta figé dans un coin. Le verre dans sa main ne bougeait pas. Il fixait la scène devant lui et n'arrivait pas à y croire. Sa fille riait. Elle riait vraiment. Ce n'était pas le sourire qu'Emily lui adressait chaque fois qu'il entrait dans la chambre d'hôpital. Le sourire qu'elle essayait d'afficher pour qu'il ne s'inquiète pas. C'était un rire franc et spontané, comme si cette maladie mortelle n'avait jamais existé. Nathan ne se souvenait pas de la dernière fois où il avait entendu sa fille rire ainsi. C'était peut-être avant que le médecin ne lise les résultats des tests. Peut-être était-ce avant que leur monde ne s'écroule. Clara dit quelque chose à Emily, d'une voix trop faible pour que Nathan puisse l'entendre à cette distance. Mais il vit Emily acquiescer avec enthousiasme, les yeux écarquillés. Puis la petite fille leva ses bras maigres et les enroula autour du cou de Clara. Clara la serra contre elle, les yeux fermés, comme si elle essayait de graver ce moment profondément dans son cœur, comme si elle avait peur qu'il n'y ait plus beaucoup d'autres moments comme celui-ci. Nathan sentit son cœur se serrer de douleur. Quelque chose d'étrange monta en lui. Ce n'était pas de la jalousie parce que sa fille semblait plus proche de quelqu'un d'autre que de lui. Ce n'était pas de la colère parce qu'une nounou osait s'asseoir par terre lors d'une somptueuse fête. C'était de la gratitude, une profonde et sincère gratitude. Il se surprit à se demander qui était cette femme qui pouvait rendre sa fille aussi heureuse. Elle faisait ce que tout son argent et son pouvoir ne pouvaient pas faire. Elle était différente des autres. « Monsieur », murmura Marcus à côté de lui. Dans la voix du chef de la sécurité, il y avait une pointe d'admiration qu'il ne montrait presque jamais à personne. Nathan ne répondit pas. Il continua simplement à observer Clara et Emily. Toutes deux chuchotaient entre elles, éclatant de petits rires de temps à autre. Il ne savait pas que la femme qui tenait sa fille dans ses bras était sur le point de faire quelque chose qui allait bouleverser tout son univers. Il ne savait pas que dans l'esprit de Clara, une décision avait déjà été prise, et que cette étreinte n'était pas un adieu. C'était une promesse. 5 ans plus tôt,
Ce manoir résonnait du rire d'une femme, Rebecca Cross, la femme de Nathan, la seule personne au monde capable de faire sourire le chef mafieux froid et impitoyable. Elle était sa lumière, la seule raison pour laquelle il avait vraiment envisagé de quitter le monde souterrain. Nathan avait tout prévu. Après la naissance de Rebecca, il aurait confié son empire à quelqu'un d'autre. Il aurait emmené sa femme et son enfant loin de là et aurait commencé une nouvelle vie. Mais le destin ne lui en a jamais donné l'occasion. Rebecca est morte sur la table d'accouchement d'une hémorragie. Même les meilleurs médecins n'ont pas pu la sauver. Nathan se tenait devant la salle des urgences, entendant les premiers cris de sa fille au moment même où la machine annonçait que le cœur de sa femme s'était arrêté. Il avait tout et il avait tout perdu. Nathan s'est complètement effondré. Il ne savait pas comment être père. Il ne savait pas comment tenir un nouveau-né dans ses bras. Il savait seulement comment diriger un empire criminel, comment faire peur aux gens. Mais face à sa petite fille qui pleurait sa mère, il était impuissant. Le manoir qui avait autrefois résonné du rire de Rebecca était désormais aussi froid qu'un tombeau. Nathan engagea plusieurs nounous pour s'occuper d'Emily. La première partie au bout de 2 semaines, terrifiée par les hommes armés qui allaient et venaient dans le manoir. La deuxième s'enfuit après avoir vu Nathan briser son téléphone en 1000 morceaux dans un accès de rage. La troisième, la quatrième, la cinquième, aucune ne resta plus d'1 mois. Elles avaient une peur de son univers. Elles avaient une peur des appels nocturnes. Elles avaient une peur des réunions secrètes derrière des portes closes. Elles avaient une peur du regard que les hommes de Nathan leur lançaient, comme si elles pouvaient disparaître à tout moment. Puis Clara est arrivée. Elle est venue postuler pour le poste quand Emily avait 6 mois. Une jeune femme de 23 ans, mince, avec des yeux si profondément tristes qu'ils semblaient sans fond. Elle n'avait aucune expérience en tant que nounou pour les riches. Elle n'avait pas de lettre de recommandation de famille respectable, mais elle n'a pas tremblé lorsqu'elle est entrée dans un manoir rempli de gardes. Nathan l'a regardée, le regard aussi froid que s'il inspectait un objet. « Vous savez qui je suis, n'est-ce pas? » a-t-il demandé d'une voix menaçante. « Pourquoi voulez-vous travailler pour moi? » Clara l'a regardé droit dans les yeux sans ciller. « Je sais qui vous êtes, » répondit-elle. « Mais je sais aussi qu'il y a un enfant dans cette maison qui a besoin d'être pris en charge et j'ai besoin de ce travail. » Nathan ricana avec mépris. « Beaucoup de gens ont besoin d'un travail, mais ils s'enfuient tous. Qu'est-ce qui vous fait croire que vous serez différente? » Clara resta silencieuse un instant, puis elle lui répondit. Sa voix était douce, mais elle trahissait une profonde douleur que Nathan reconnut immédiatement. Ses parents étaient morts dans un accident de voiture lorsqu'elle avait 7 ans. Elle et sa petite sœur Lily, alors âgée de 5 ans, avaient été envoyées dans un orphelinat. Lily souffrait d'une malformation cardiaque congénitale et avait besoin d'une opération urgente pour survivre, mais personne ne voulait adopter les 2 sœurs. L'orphelinat n'avait pas les moyens de payer l'opération. À l'âge de 15 ans, Clara avait vu sa petite sœur mourir dans ses bras. Elle avait tenu Lily dans ses bras toute la nuit. Elle sentit son corps devenir de plus en plus froid. Elle sentit son faible battement de cœur s'arrêter définitivement et elle ne pouvait rien faire. « J'ai déjà perdu ma sœur parce que personne n'était prêt à aider, » dit Clara, la voix légèrement tremblante mais le regard fixe. « Je ne laisserai plus jamais cela arriver à un enfant. » Nathan la regarda longuement. Il avait rencontré des milliers de personnes dans sa vie et avait appris à les cerner d'un seul regard. Il savait qui mentait, qui cachait quelque chose, qui avait peur. Mais dans les yeux de Clara, il ne voyait rien d'autre qu'une sincérité absolue, ni argent, ni peur, seulement la détermination de quelqu'un qui avait tout perdu et qui ne voulait pas que quelqu'un d'autre souffre comme elle l'avait souffert. Nathan l'embaucha immédiatement. 5 années passèrent. Clara s'occupait d'Emily de toutes les manières possibles, des repas au sommeil. Elle se réveillait au milieu de la nuit quand Emily pleurait. Elle lui chantait les berceuses qu'elle avait autrefois chantées à Lily. Elle lui racontait des contes de fées tous les soirs avant qu'Emily ne s'endorme. Elle la réconfortait quand Emily faisait des cauchemars, la prenait dans ses bras et lui murmurait que tout irait bien. Elle apprit à Emily ses premiers mots. Elle lui tint la main quand elle fit ses premiers pas chancelants. Elle essuya ses larmes chaque fois qu'Emily tombait et pleurait. Elle était la personne qu'Emily cherchait chaque fois qu'elle avait peur, chaque fois qu'elle était triste, chaque fois qu'elle avait besoin d'une étreinte chaleureuse. Un jour, alors qu'Emily avait 4 ans, la petite fille regarda Clara et prononça 2 mots qui figèrent Clara et Nathan. «
Maman numéro 2. Personne n'avait appris cela à Emily. Personne ne lui avait dit qu'elle devait le dire. Cela était venu naturellement, directement du cœur d'un enfant. Nathan l'entendit. Il se tenait dans l'embrasure de la porte et fut témoin de tout. Mais il ne l'a pas empêché. Il n'a pas demandé à Emily d'arrêter de l'appeler ainsi, car il savait que Clara aimait Emily comme sa propre fille. Il savait qu'Emily avait besoin d'une mère et que Clara était devenue cette mère. Et maintenant, en regardant Clara assise par terre, tenant Emily dans ses bras pendant la fête d'anniversaire, Nathan comprenait pourquoi sa fille l'appelait maman. Parce qu'elle était vraiment la mère d'Emily. Pas par le sang, mais par l'amour. La fête s'est terminée à la tombée de la nuit. Emily était épuisée après cette longue journée. Ses paupières se sont fermées dès que Clara l'a couchée sur le lit. La couronne était toujours sur sa tête, la robe de princesse toujours sur son corps, mais elle s'est endormie avant même que Clara ait pu la changer. Clara a tiré la couverture sur Emily, puis s'est assise à côté du lit et l'a regardée pendant un long moment. La respiration d'Emily était faible et superficielle. Son petit visage semblait paisible dans son sommeil, comme si la terrible maladie n'existait pas. Clara se pencha, embrassa le front de la fillette, puis quitta la chambre sans faire de bruit. En bas, dans son bureau, Nathan était assis seul dans l'obscurité. Il n'alluma pas la lumière. Seul le clair de lune filtrait à travers la fenêtre, juste assez pour révéler une bouteille de whisky sur le bureau, déjà à moitié vide. Il ne se souvenait plus combien de verres il avait bu. Sur le bureau, 2 photos encadrées étaient posées côte à côte. L'une représentait Rebecca, rayonnante de bonheur le jour de leur mariage. L'autre représentait Emily, prise lorsqu'elle avait 1 an, les joues rondes et pleines, les yeux grands ouverts. Nathan regarda Rebecca, puis Emily, les 2 femmes qu'il aimait le plus au monde. L'une l'avait quitté pour toujours, l'autre lui échappait un peu plus chaque jour. Il avait tout essayé. Il avait engagé les meilleurs médecins du monde. Il avait fait venir des spécialistes de partout à Boston. Il avait menacé, supplié, dépensé des millions de dollars. Mais rien n'avait fonctionné. Ce cancer du foie vicieux n'avait pas peur de l'argent. Il n'avait pas peur du pouvoir. Il n'avait même pas peur du parrain de la mafia le plus notoire de la côte Est. Nathan porta le verre à ses lèvres et but une longue gorgée. Le whisky lui brûla la gorge. Mais ce n'était pas aussi amer que le sentiment d'impuissance qui lui serrait le cœur. Il pouvait faire tuer quelqu'un d'un simple signe de tête. Il pouvait faire trembler toute une ville d'un simple froncement de sourcils. Mais il ne pouvait pas sauver sa fille. Pour la première fois de sa vie, Nathan Cross se sentait complètement inutile. Dans la petite chambre derrière le manoir, Clara était allongée sur son lit, les yeux grands ouverts, fixant le plafond. Elle avait fini de nettoyer depuis des heures, avait pris une douche, avait enfilé son pyjama, mais le sommeil ne venait pas. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle voyait Lily, sa sœur, 13 ans plus tôt. Un visage pâle, des lèvres teintées de bleu, le souffle faiblissant dans les bras de Clara. Clara, à 15 ans, tenant sa sœur dans ses bras toute la nuit, la suppliant de ne pas partir. Mais Lily s'en est allée. Le faible battement de son cœur s'est arrêté complètement à l'aube. Clara se souvenait du serment qu'elle avait fait cette année-là. Elle avait juré de ne plus jamais laisser un enfant mourir parce que personne ne le sauvait. Elle avait juré de faire tout ce qui était dans son pouvoir pour protéger les enfants. Et maintenant, Emily était en train de mourir, elle aussi. Il lui restait 4 mois, peut-être moins. Les médecins avaient dit qu'une greffe du foie était la seule chance, mais le groupe sanguin d'Emily était trop rare. AB négatif. Seulement 1% de la population avait ce groupe sanguin. Ils ne trouvaient pas de donneur compatible. Et puis Clara se souvint soudain de quelque chose. 2 ans plus tôt, Emily était tombée dans les escaliers et avait beaucoup saigné. Elle avait eu besoin d'une transfusion d'urgence. Et Clara avait donné son sang, car elle était également AB négatif. Le même groupe sanguin. Si elles avaient le même groupe sanguin, cela signifiait qu'un foie pourrait également être compatible. Clara se redressa brusquement dans l'obscurité, le cœur battant à tout rompre. Non, pas cette fois. Elle n'allait pas rester les bras croisés et regarder Emily mourir comme elle avait vu Lily mourir. Cette fois, elle allait agir. Elle ne savait pas que la décision qu'elle prenait ce soir-là allait tout changer. Clara ne pouvait pas dormir. Elle s'assit, alluma la lampe de bureau et sortit un vieil ordinateur portable du tiroir. La lueur de l'écran illuminait son visage dans la pièce sombre, formant un faible halo de lumière.
Elle ouvrit un navigateur et commença à faire des recherches. Transplantation hépatique, don de foie de son vivant, conditions requises pour une transplantation hépatique chez les enfants. Elle lut des dizaines d'articles médicaux, parcourant des termes techniques compliqués, s'efforçant de comprendre chaque mot. Et elle découvrit quelque chose qu'elle ignorait auparavant. Un donneur vivant pouvait donner une partie de son foie, environ 60%, et continuer à vivre en bonne santé. Le foie était le seul organe du corps capable de se régénérer. Après quelques mois, la partie restante chez le donneur repoussait jusqu'à atteindre presque sa taille d'origine. La partie transplantée chez le receveur repoussait également pour répondre aux besoins de l'organisme. Le donneur et le receveur pouvaient tous deux mener une vie normale après l'opération. Clara relut cette section encore et encore, le cœur battant à tout rompre. Il y avait de l'espoir. Il y avait un moyen. Mais elle continua à lire, et les chiffres lui glacèrent le sang. La greffe de foie à partir d'un donneur vivant était extrêmement dangereuse. Le taux de mortalité des donneurs variait entre 10 et 15%. Cela signifiait que sur 10 donneurs de foie, 1 ou 2 pourraient ne pas sortir vivants de la salle d'opération. C'était un risque réel, c'était la mort réelle. Clara resta silencieuse devant l'écran et continua à lire les conditions requises pour la greffe. Le donneur et le receveur devaient avoir le même groupe sanguin. La compatibilité tissulaire devait être élevée. Le groupe sanguin d'Emily était AB négatif, l'un des groupes sanguins les plus rares au monde, présent chez seulement 1% de la population environ. C'est pourquoi les médecins ne trouvaient pas de donneur compatible sur la liste d'attente. Mais Clara savait qu'elle était également AB négatif. Elle l'avait confirmé 2 ans plus tôt, lorsque Emily était tombée et avait eu besoin d'une transfusion sanguine d'urgence. Elle se souvenait clairement de la surprise du médecin lorsqu'il avait découvert qu'elle et Emily partageaient un groupe sanguin aussi rare. À l'époque, elle n'y avait pas prêté attention. Aujourd'hui, cela pourrait être la clé pour sauver la vie d'Emily. Si elles avaient le même groupe sanguin, cela signifiait que son foie pourrait être compatible avec celui d'Emily. Elle ne pouvait pas en être sûre à 100%, car il faudrait encore effectuer des tests de compatibilité tissulaire. Mais c'était une chance. La seule chance. Clara ferma les yeux, imaginant ce qui se passerait si elle en parlait à Nathan. Il l'en empêcherait. Elle en était absolument certaine. Nathan Cross contrôlait tout. Il n'accepterait jamais que quelqu'un se sacrifie pour lui ou pour sa fille. C'était sa nature. Il refuserait, l'interdirait, ferait tout ce qu'il pouvait pour l'en empêcher. Il dirait qu'il ne pouvait pas laisser quelqu'un d'autre mourir pour son enfant. Il dirait qu'il trouverait un autre moyen, mais il n'y avait pas d'autre moyen. Clara avait entendu les médecins le dire. Il ne restait plus que 4 mois à Emily, peut-être moins. Il n'y avait aucun donneur compatible sur la liste. Aucun miracle ne se produirait à moins qu'elle ne le crée elle-même. Clara ouvrit les yeux et fixa l'écran de l'ordinateur portable. Elle avait pris sa décision. Elle allait passer des tests en secret. Elle allait vérifier si son foie était compatible avec celui d'Emily. Si c'était le cas, elle trouverait un moyen de faire opérer Emily sans que Nathan ne le sache. Ce plan était fou. Elle savait que c'était la chose la plus imprudente qu'elle ait jamais envisagée dans sa vie. Elle pouvait mourir sur la table d'opération. Elle pourrait ne jamais se réveiller. Mais si elle ne faisait rien, Emily mourrait à coup sûr. Et elle ne pouvait pas le supporter. Pas encore. Pas après Lily. Clara ferma l'ordinateur portable à 3 heures du matin. La pièce fut plongée dans l'obscurité totale. Elle s'assit en silence sur le lit, les mains posées sur ses cuisses. Ses doigts tremblaient légèrement. Non pas de peur, mais de détermination. Demain, elle commencerait. Le lendemain matin, Clara se réveilla tôt, comme d'habitude. Elle prépara le petit déjeuner d'Emily, donna ses médicaments à la petite fille, puis attendit qu'Emily se rendorme. Nathan était dans son bureau, s'occupant de ses affaires comme il le faisait tous les jours. Clara frappa à la porte, puis entra. « Monsieur, je dois sortir acheter quelques fournitures pour Emily, » dit-elle d'un ton calme, comme si c'était une matinée comme les autres. Nathan leva les yeux de sa pile de papier et acquiesça. « Tu as besoin d'argent? »« Non, monsieur. Je serai de retour avant midi. » Nathan acquiesça une nouvelle fois, puis se remit au travail. Il ne se doutait de rien. Pourquoi l'aurait-il fait? Clara travaillait pour lui depuis 5 ans. Elle ne lui avait jamais menti, n'avait jamais fait quoi que ce soit qui puisse l'amener à douter d'elle. Clara quitta le manoir en voiture, mais elle ne se rendit dans aucun magasin.
Elle se dirigea directement vers un hôpital de la banlieue de Boston, loin de l'hôpital où Emily était soignée. Elle ne voulait pas que quelqu'un la reconnaisse. Elle ne voulait pas que Nathan apprenne quoi que ce soit. À la réception, Clara demanda une analyse sanguine complète et un scanner du foie. La réceptionniste la regarda avec curiosité. « Pouvez-vous me donner la raison, madame? »« Je souhaite donner une partie de mon foie à un proche, » répondit Clara sans la moindre hésitation. « Un médecin vous recevra pour une consultation avant les examens, » dit la réceptionniste. Clara rencontra le médecin et répondit à des questions sur ses antécédents médicaux et sur les raisons pour lesquelles elle souhaitait faire ce don. Elle dit la vérité, omettant seulement l'identité d'Emily et la nature réelle de leur relation. Le médecin acquiesça et remplit les documents nécessaires pour les examens. Les résultats seront prêts dans 3 jours. Vous pouvez venir les chercher ou nous vous appellerons pour vous les communiquer. 3 jours. 3 jours d'attente, les 3 jours les plus longs de la vie de Clara. Elle retourna au manoir avant midi, comme elle l'avait promis. Elle continua à s'occuper d'Emily comme elle l'avait toujours fait, la nourrissant, lui racontant des histoires, lui chantant des berceuses. Mais à l'intérieur, chaque heure qui passait lui pesait comme une pierre sur la poitrine. Emily s'affaiblissait de jour en jour. Elle mangeait moins, dormait plus. Sa peau prenait une teinte légèrement jaunâtre, signe que son foie était en train de lâcher. Chaque fois que Clara regardait Emily, elle sentait son cœur se serrer. Le temps pressait. Chaque jour qui passait était un jour de plus qui rapprochait Emily de la mort. Le 3e jour, le téléphone de Clara vibra alors qu'elle était assise à côté du lit d'Emily. Elle regarda l'écran et vit le numéro de l'hôpital. Son cœur se mit à battre à tout rompre. Elle se leva doucement et sortit dans le jardin pour que personne ne puisse l'entendre. « Mademoiselle Clara Mitchell », dit la voix du médecin au téléphone. « J'ai les résultats de vos analyses. Pourriez-vous venir à l'hôpital afin que nous en discutions? » Clara déglutit, la gorge sèche. « Dites-le-moi au téléphone, s'il vous plaît. J'ai besoin de savoir tout de suite. » Il y eut un silence. Clara entendait des papiers bruisser à l'autre bout du fil. Son cœur battait si fort qu'elle crut qu'il allait sortir de sa poitrine. « Vos résultats posent un problème, » dit lentement le médecin. Le monde de Clara sembla s'écrouler. « Pas compatible ?» demanda-t-elle, la voix tremblante, le cœur arrêté pendant une fraction de seconde. Si elle n'était pas compatible, Emily mourrait. Il n'y avait pas d'autre solution, pas d'autre espoir. Le silence s'éternisa. Clara avait envie de crier, de jeter le téléphone contre le mur, de pleurer jusqu'à en perdre le souffle. « Non, » dit le médecin, « c'est que le contraire. » Clara ne comprenait pas. Elle resta figée, incapable de respirer. « Votre foie est compatible avec celui de la patiente Emily Cross à un niveau presque parfait, 98% de compatibilité. » Le médecin continua, sa voix trahissant une pointe d'incrédulité. « Je fais ce métier depuis 25 ans et je n'ai jamais vu un chiffre aussi élevé. C'est presque le destin. » Clara était incapable de parler. Elle resta debout dans le jardin, le téléphone collé à l'oreille. Des larmes coulaient silencieusement sur ses joues. Ce n'étaient pas des larmes de chagrin, mais des larmes de soulagement, des larmes d'espoir. Elle pouvait sauver Emily. Son foie était compatible. 98%, presque parfait, presque le destin. Le médecin dit qu'il fallait se rencontrer pour discuter plus en détail des prochaines étapes. Clara l'entendait, mais elle n'écoutait pas vraiment. Son esprit ne contenait qu'une seule pensée qui tournait en boucle. Elle sauverait Emily, même si cela lui coûtait la vie. Si cela lui était. Clara essuya ses larmes et regarda vers le manoir où Emily dormait. « Tu vas vivre », murmura-t-elle, la voix tremblante mais déterminée. « Maman te le promet. » Le lendemain, Clara contacta directement le Dr. Harrison Webb, le médecin qui traitait Emily. Elle demanda à le rencontrer en privé, sans Nathan, et insista sur l'urgence de la situation. Le Dr. Webb fut surpris par cette demande inhabituelle, mais il accepta. Ils fixèrent le rendez-vous dans son bureau cet après-midi-là, pendant que Nathan était occupé en réunion avec ses hommes. Clara arriva à l'hôpital à l'heure, munie du dossier contenant les résultats des tests effectués à l'hôpital de banlieue. Elle entra dans le bureau du Dr. Webb, ferma la porte avec précaution et s'assit sur la chaise en face de lui. Sans détour, elle posa le dossier sur le bureau et le fit glisser vers lui. Le Dr. Webb l'ouvrit et commença à lire. Ses yeux s'écarquillèrent de plus en plus à mesure qu'il parcourait chaque page. Il leva les yeux vers Clara,
son expression incapable de cacher son choc. Vous avez l'intention de donner une partie de votre foi à Emily. Oui, répondit Clara d'une voix étrangement calme. Le Dr. Webb posa le dossier et la fixa du regard, comme s'il essayait de déterminer si elle plaisantait. Mais le regard de Clara était tout à fait sérieux. Vous connaissez les risques, n'est-ce pas? Demanda-t-il d'une voix grave. Cette opération pourrait vous tuer. Le taux de mortalité est de 15%. Et même si vous survivez, vous pourriez être affaibli de façon permanente. Un foie ne retrouve jamais complètement son état initial. Vous pourriez devoir vivre avec des complications pour le reste de votre vie. Clara acquiesça. Je sais. J'ai tout lu, mais si nous ne faisons rien, Emily mourra à coup sûr. Je choisis les 15%. Le Dr. Webb resta silencieux pendant un moment, comme s'il pesait le pour et le contre. Puis il demanda, d'une voix plus douce mais toujours pleine de doute. Pourquoi faites-vous cela? Vous n'êtes que la nounou. Vous n'êtes ni de sa famille, ni de son sang. Personne ne vous oblige à faire un tel sacrifice. Clara ne répondit pas. Elle baissa les yeux vers ses mains, les doigts entrelacés. Elle m'appelle maman numéro 2, dit-elle d'une voix aussi douce qu'un souffle. Je n'ai pas besoin d'un certificat de naissance pour être mère, et j'ai mes raisons. Ne me posez pas d'autres questions, s'il vous plaît. Le Dr. Webb l'observa longuement. Il exerçait la médecine depuis 25 ans et avait rencontré toutes sortes de personnes. Il savait repérer les faux-semblants, reconnaître quand quelqu'un jouait la comédie. Mais dans les yeux de Clara, il ne voyait qu'une sincérité absolue, une détermination inébranlable. C'était une femme qui avait pris une décision et rien ne pouvait la faire changer d'avis. « Très bien, dit-il enfin, je garderai le secret et je préparerai l'opération. Mais vous devez signer les formulaires de consentement et en assumer l'entière responsabilité. Je ne peux pas laisser l'hôpital ou moi-même assumer les conséquences si quelque chose tourne mal. » Je comprends, acquiesça Clara. Ils discutèrent du timing. Clara connaissait l'emploi du temps de Nathan comme sa poche. Dans 5 jours, il avait une réunion importante avec ses associés à New York. Il partirait tôt le matin et rentrerait tard le soir. Cela laisserait suffisamment de temps pour que l'opération soit terminée avant qu'il ne se rende compte de quoi que ce soit. Le Dr. Webb acquiesça et nota la date. L'opération aurait lieu ce jour-là. Il réunirait la meilleure équipe possible. Clara signa la pile épaisse de documents, page après page. Consentement chirurgical, décharge de responsabilité, reconnaissance qu'elle avait été informée des risques. Chaque signature la rapprochait de la table d'opération. Chaque signature pouvait être la dernière de sa vie, mais sa main ne tremblait pas. Clara quitta l'hôpital en fin d'après-midi. Ses pas étaient silencieux dans le long couloir, mais son cœur était lourd. Elle savait que c'était peut-être la dernière décision de sa vie. Elle savait que dans 5 jours, elle ne se réveillerait peut-être jamais, mais elle ne le regrettait pas. Emily vivrait. C'était tout ce qui comptait. Les 5 jours passèrent aussi vite qu'un souffle. La veille de l'opération, Clara ne parvint pas à dormir. Allongée sur son lit, les yeux grands ouverts, elle fixait le plafond, comptant chaque tic-tac de l'horloge. Lorsque les aiguilles indiquèrent une minuit, elle se leva, ouvrit doucement la porte de sa chambre et marcha dans le couloir sombre. Elle s'arrêta devant la chambre d'Emily et posa la main sur la poignée de la porte. Son cœur battait à tout rompre. C'était peut-être la dernière fois qu'elle voyait la petite fille. Elle prit une profonde inspiration, puis poussa lentement la porte. La pièce était plongée dans l'obscurité. Seule la faible lumière du moniteur cardiaque clignotait à un rythme régulier. Le doux bip-bip retentissait encore et encore, comme les battements du cœur d'Emily, fragile, mais toujours présent. Clara se dirigea vers le lit et s'assit sur la chaise où elle s'était assise des milliers de fois au cours des 5 dernières années. Elle regarda Emily dans l'obscurité. L'enfant était si maigre, ses pommettes saillantes, son petit visage semblable à celui d'une poupée de porcelaine. Ses cheveux, autrefois d'un noir brillant, n'étaient plus que quelques mèches clairsemées sur sa tête. Sa peau était pâle, presque translucide sous la faible lumière. Mais le visage endormi d'Emily était toujours paisible, angélique, comme si la terrible maladie n'existait pas, comme si elle était simplement une enfant de 6 ans comme les autres. Perdue dans un doux rêve, Clara se souvint d'Emily 5 ans plus tôt. Un nouveau-né si petit qu'il tenait parfaitement dans les bras de Clara, pleurant pour avoir du lait au milieu de la nuit. Elle se souvint de la première fois où Emily l'avait appelée maman. Ses grands yeux fixés sur elle avec une confiance totale.
Elle se souvint de la première fois où Emily avait fait ses premiers pas chancelants, titubant vers elle, les petits bras grands ouverts. Elle se souvenait de toutes les fois où Emily avait fait un cauchemar, où la petite fille avait couru dans la chambre de Clara, était montée dans son lit et s'était accrochée à elle. Chacun de ces moments était plus précieux que tout au monde. Clara se pencha et déposa un doux baiser sur le front d'Emily. Ses lèvres touchèrent de la peau chaude, et elle dut lutter pour ne pas sangloter. « Maman va te sauver, murmura-t-elle d'une voix rauque. Quoi qu'il arrive, tu vas vivre, tu vas grandir, tu vas avoir un avenir. Maman te le promet. » Emily ne l'entendit pas. L'enfant continuait de dormir, respirant doucement, inconsciente que la femme à côté d'elle s'apprêtait à risquer sa vie pour la sienne. Clara resta près du lit un peu plus longtemps, jetant un dernier regard à Emily, puis elle se leva et sortit. Elle retourna dans sa chambre, alluma la lampe de bureau et sortit du papier et un stylo. Elle devait écrire une lettre à Nathan au cas où elle ne se réveillerait pas. La main de Clara tremblait lorsqu'elle posa le stylo sur la page. Des larmes coulaient, maculant l'encre à certains endroits, mais elle continua à écrire, mot après mot, ligne après ligne. Elle mit tout son cœur dans cette lettre. Elle expliqua tout. Elle s'excusa de ne pas lui avoir dit avant. Elle demanda à Nathan de prendre soin d'Emily et lui dit de revoir au cas où ce serait son dernier adieu. Elle rédigea également un testament simple. Elle n'avait pas grand-chose, seulement une petite somme d'économie et quelques souvenirs. Elle légua tout à Emily. Elle glissa les 2 documents dans une enveloppe et la scella. À 4 heures du matin, alors que tout le manoir dormait encore, Clara se glissa dans le bureau de Nathan. Elle posa l'enveloppe sur son bureau, à un endroit où il la verrait à coup sûr à son retour de New York. Sur l'enveloppe, elle écrivit « Monsieur Cross, veuillez lire après l'opération. » Clara se tenait dans l'embrasure de la porte du bureau et regardait le manoir dans la faible lumière de l'aube qui commençait à poindre. C'était peut-être la dernière fois qu'elle voyait cet endroit. C'était peut-être la dernière fois qu'elle était en vie. Mais elle n'avait pas peur. Elle avait eu peur une fois, il y a 13 ans, lorsque Lily était morte dans ses bras. Elle avait eu peur de l'impuissance, peur de ne rien pouvoir faire, peur de voir quelqu'un qu'elle aimait s'éteindre. Elle ne voulait plus avoir peur. Cette fois, elle allait agir. Clara quitta discrètement le manoir alors que le ciel n'était pas encore tout à fait éclairé. Dans sa poche, elle avait les papiers de l'hôpital. Dans son cœur, elle avait l'image d'Emily. C'était tout ce dont elle avait besoin. Voici ce que Clara a écrit cette nuit-là, alors que ses larmes tombaient sur chaque page et que sa main n'arrêtait pas de trembler. La lettre qu'elle a laissée à Nathan. La lettre qui aurait pu être ses derniers mots dans cette vie. Monsieur Cross, au moment où vous lirez cette lettre, je serai sur la table d'opération ou peut-être déjà parti. Je sais que vous serez en colère. Je sais que je n'ai pas le droit de prendre cette décision toute seule sans vous en parler. Mais je sais aussi que si je vous en parlais, vous m'en empêcheriez. Et je ne pouvais pas laisser cela arriver. Mon foie est compatible avec celui d'Emily. J'ai fait le test en secret. Compatibilité à 98%. C'est la seule chance de la sauver. Et je ne peux pas rester les bras croisés à regarder Emily s'éteindre sans rien faire. Je connais les risques. Je sais que je risque de ne pas me réveiller. Mais si je dois choisir entre vivre en voyant Emily mourir et mourir pour qu'Emily puisse vivre, je choisis la seconde option sans hésiter. Si je ne me réveille pas, dis à Emily que sa deuxième maman l'aime très fort. Dis-lui que je ne regrette pas une seule seconde. Dis-lui qu'être sa mère, même si ce n'était que de nom, a été la plus grande joie de ma vie. Parle d'elle à Emily quand elle sera grande. Dites-lui qu'il y avait une femme qui l'aimait suffisamment pour tout échanger. Dites-lui que maman numéro 2 ne l'a jamais considérée comme un travail, mais toujours comme une fille, comme un membre de la famille, comme la raison pour laquelle je me levais chaque matin. Si je me réveille, ne me renvoyez pas. Laissez-moi rester aux côtés d'Emily. C'est tout ce que je veux. Je n'ai pas besoin d'argent. Je n'ai pas besoin de gloire. Je n'ai besoin de rien d'autre. J'ai seulement besoin d'être avec elle, de la voir grandir, de l'entendre m'appeler maman tous les jours. Merci de m'avoir donné 5 ans pour être mère. C'est le plus beau cadeau que j'ai jamais reçu. Vous ne savez pas à quel point cela comptait pour moi. Après avoir perdu Lily, je pensais que je n'aurais plus jamais la chance d'aimer un enfant comme ça. Mais Emily m'a donné cette chance. Elle a guéri la blessure dans mon cœur, et maintenant, c'est à mon tour de la sauver. Si je ne me réveille pas, sachez que j'ai dit oui. J'ai dit oui à cette opération. J'ai dit oui au sacrifice.
J'ai dit oui parce que j'aime Emily. Maman a dit oui. Clara, la réunion à New York a été annulée sans préavis. L'associé était confronté à un grave problème juridique et a dû reporter toutes les négociations. Nathan a appris la nouvelle à 7 heures du matin, juste après son arrivée au bureau du partenaire. Il n'a pas tardé. Il a immédiatement appelé son avion privé et est rentré à Boston. Il est arrivé au manoir à 10 heures du matin, 6 heures plus tôt que prévu. Dès qu'il a franchi le seuil, Nathan a su que quelque chose n'allait pas. Le manoir était trop calme. Il n'entendait ni Emily, ni Clara chanter des berceuses ou raconter des histoires. Il appela la gouvernante et lui demanda où était Clara. « Elle a emmené Emily à l'hôpital tôt ce matin, monsieur », répondit la gouvernante, l'air calme, comme si c'était une chose tout à fait normale. Nathan fronça les sourcils. « À l'hôpital? Elle n'avait pas de rendez-vous aujourd'hui. » Il sortit son téléphone et appela Clara. La sonnerie retentit 1 fois, 2 fois, 3 fois. Pas de réponse. Il rappela. Toujours pas de réponse. Le cœur de Nathan se mit à battre à toute vitesse. Quelque chose n'allait pas. Il appela l'hôpital où Emily était soignée. Il dit qu'il devait parler à Clara Mitchell d'une voix froide et autoritaire. La réceptionniste répondit qu'elle était désolée, mais que Clara Mitchell se trouvait dans le bloc opératoire et n'était pas joignable. « Une opération ?» rugit Nathan. « Quelle opération ?» La réceptionniste répondit qu'elle n'était pas autorisée à divulguer des informations sur les patients par téléphone. Nathan raccrocha et se précipita dans son bureau, l'esprit envahi par 1000 questions. Clara était en chirurgie. Pourquoi? De quoi souffrait-elle? Pourquoi personne ne lui avait rien dit? C'est alors qu'il la vit. Une enveloppe blanche était posée soigneusement sur son bureau. L'écriture familière de Clara était sur le devant. « Monsieur Cross, veuillez lire après l'opération. » Le cœur de Nathan sembla s'arrêter de battre. Sa main tremblait lorsqu'il prit l'enveloppe. Il l'ouvrit et en sortit la lettre, et son monde s'écroula. Chaque ligne le frappa comme un coup de marteau sur le crâne. « Mon foie est compatible avec celui d'Emily. J'ai fait un test en secret. Compatibilité à 98%. Je ne me réveillerai peut-être pas. Maman a dit oui. » Nathan relut la lettre encore et encore, incapable de croire ses propres yeux. Clara allait donner une partie de son foie à Emily. En ce moment même, elle était sur la table d'opération et elle pouvait mourir. La lettre glissa de ses doigts et tomba sur le sol. Le visage de Nathan devint pâle comme la mort. « Qu'est-ce qu'elle fait? » hurla-t-il, la voix brisée dans la pièce vide. Marcus entendit le cri et se précipita immédiatement, demandant ce qui se passait. Nathan ne répondit pas. Il attrapa ses clés de voiture sur le bureau et se précipita dehors. « À l'hôpital, tout de suite !» cria-t-il à Marcus qui courait derrière lui. Nathan conduisait comme un fou. Il brûlait les feux rouges, zigzaguait entre les voies et faillit percuter un taxi. Les klaxons retentissaient de toutes parts, mais il s'en moquait. Marcus était assis sur le siège passager, agrippé à la poignée, n'osant pas dire un mot. Il savait que son patron était dans un état incontrôlable. « Si elle meurt, dit Nathan d'une voix tremblante, je réduirai cet hôpital en cendres. » Mais il n'y avait aucune colère dans son ton, aucune menace froide familière de la part du redoutable chef mafieux. Il n'y avait que de la peur, une peur réelle, une peur qui lui transperçait les os. Marcus le regarda et pour la première fois en 15 ans de collaboration, il vit Nathan effrayé. Nathan serra le volant, les yeux rivés sur la route devant lui. Dans son esprit, il n'y avait que Clara. Clara qui souriait. Clara qui chantait pour endormir Emily. Clara assise par terre à la fête d'anniversaire, donnant du gâteau à sa fille. Clara était avec eux depuis 5 ans. Clara aimait Emily comme sa propre fille. Et maintenant, Clara risquait de mourir à cause d'Emily. Pour la première fois de sa vie, Nathan Cross pria. Il n'était pas un homme qui croyait en Dieu ou en une puissance supérieure. Il croyait en l'argent et au pouvoir. Mais à ce moment-là, l'argent et le pouvoir n'avaient plus aucune importance. Il ne savait pas à qui adresser sa prière. Il ne savait pas comment faire. Il ne faisait que répéter une seule phrase dans sa tête, encore et encore. « S'il vous plaît, laissez-la vivre. S'il vous plaît. » Nathan fit irruption dans l'hôpital comme une force de la nature. Marcus et 2 gardes du corps coururent derrière lui, peinant à suivre son rythme. La réceptionniste se leva et leva la main pour l'arrêter. « Monsieur, vous ne pouvez pas. » Nathan rugit d'une voix tonitruante. « Clara Mitchell, où est-elle?
La réceptionniste recula d'un pas, le visage pâle. Marcus fit signe aux gardes, qui avancèrent d'un pas. Aucune violence n'était nécessaire. La menace que représentait leur seule présence suffisait à faire taire tout le hall de l'hôpital. Une infirmière s'approcha précipitamment, la voix tremblante. Mademoiselle Clara Mitchell est en salle d'opération, monsieur. Elle subit une greffe du foie. Nathan se tourna vers elle, les yeux injectés de sang. Quand cela a-t-il commencé? Il y a 3 heures, monsieur. Combien de temps cela va-t-il durer? L'infirmière déglutit. Entre 8 et 10 heures au total. Nathan ferma les yeux. Encore 5 à 7 heures d'attente. 5 à 7 heures sans savoir si Clara allait vivre ou mourir. 5 à 7 heures d'enfer. Conduisez-moi à la salle d'opération, ordonna-t-il. L'infirmière acquiesça et les guida à travers de longs couloirs. Nathan la suivit, chaque pas lui semblant lourd, comme s'il avait des pierres attachées aux pieds. Enfin, ils s'arrêtèrent devant une grande double porte. Le voyant rouge au-dessus était allumé, indiquant que l'opération était en cours. Nathan fixa la porte, les poings serrés. Il voulait se précipiter à l'intérieur. Il voulait voir Clara. Il voulait faire quelque chose, n'importe quoi. Mais Marcus posa une main sur son épaule, d'une voix douce mais ferme. « Vous ne pouvez rien faire pour l'instant, monsieur. Tout ce que vous pouvez faire, c'est attendre. » Nathan grogna doucement, puis frappa le mur à côté de lui avec son poing. Ses jointures heurtèrent le béton, sa peau se déchira et du sang coula. Mais il ne ressentit pas la douleur. La douleur dans son cœur était bien plus grande que la blessure à sa main. Nathan s'assit sur une chaise en plastique glacial dans le couloir, contre le mur. La lettre de Clara était toujours dans sa main, froissée par la force de sa poigne. Il la déplia et relut chaque ligne. Maman a dit oui. Pourquoi a-t-elle fait ça? La question tournait en boucle dans l'esprit de Nathan. Elle n'était que la nounou. Il la payait. Pas avec sa vie. Elle ne lui devait rien. Elle ne devait rien à Emily. Alors pourquoi? Nathan repensa aux 5 dernières années. Clara n'avait jamais demandé d'augmentation, même s'il aurait accepté immédiatement si elle l'avait fait. Elle ne s'était jamais plainte de son travail. Même si s'occuper d'un enfant malade n'était jamais facile, elle n'avait jamais rien demandé pour elle-même. Pas de jours de congé, pas d'avantages sociaux, rien du tout. Elle n'aimait qu'Emily. C'était aussi simple que cela. Elle aimait Emily comme sa propre fille, s'occupait d'elle comme de sa propre fille. Et maintenant, elle était prête à mourir pour Emily comme une vraie mère. Nathan baissa les yeux vers sa main ensanglantée. Il était l'homme le plus puissant de la côte Est. Il pouvait acheter toute cette ville s'il le voulait. Il pouvait faire plier n'importe qui d'un simple signe de tête, mais il ne pouvait rien faire pour sauver la femme allongée sur cette table d'opération. Il ne pouvait rien faire d'autre que rester assis là et attendre. Nathan resta immobile, comptant chaque minute qui s'écoulait. Pour la première fois de sa vie, il se sentait petit. Tout le pouvoir, tout l'argent, toute la peur qu'il avait imposée aux autres n'avaient aucune importance devant les portes de la salle d'opération. La 4e heure s'écoula. Nathan était toujours assis, immobile, sur la chaise en plastique glacial, le dos contre le mur, les yeux rivés sur les portes de la salle d'opération. Il ne mangeait pas. Il ne buvait pas. Il ne parlait pas. Marcus apporta une bouteille d'eau et la posa devant lui. Nathan la repoussa sans la regarder. Ces hommes étaient dispersés dans le couloir et personne n'osait faire le moindre bruit. Ils n'avaient jamais vu leur patron dans cet état. L'homme qui avait autrefois terrifié tout le milieu criminel était maintenant assis comme une statue, les yeux creux de désespoir. Au bout de 5 heures, une infirmière sortit de la salle d'opération. Nathan se leva d'un bond, le cœur battant à tout rompre. « L'opération se passe bien », dit l'infirmière d'un ton professionnel. La partie du foie a été prélevée et transplantée avec succès. Nous sommes actuellement en train de connecter les vaisseaux sanguins. Nathan acquiesça sans rien dire. Il se rassit, mais serra encore plus fort la lettre de Clara dans sa main. Ses doigts écrasaient le papier comme s'il s'agissait de sa seule bouée de sauvetage. Au bout de 6 heures, les portes de la salle d'opération s'ouvrirent à nouveau. Cette fois, c'était le Dr. Webb. Son visage était si grave que Nathan sentit son cœur s'arrêter. Il se leva rapidement et se plaça devant lui. « Il y a une complication, docteur, » dit le Dr. Webb d'une voix grave. « Mademoiselle Clara perd plus de sang que prévu. Nous essayons de contrôler cela. » Nathan sentit ses jambes fléchir. « Sauvez-la, »
dit-il d'une voix rauque et déchirée. À n'importe quel prix. Je paierai tout ce qu'il faudra. Tout. Sauvez-la, c'est tout. Le docteur Webb le regarda, une lueur de pitié dans les yeux. Ce n'est pas une question d'argent, Monsieur Cross. Puis il se retourna et les portes de la salle d'opération se refermèrent derrière lui. La 7e heure fut la plus terrifiante. Personne ne sortit, aucune nouvelle, pas un mot, seulement un silence écrasant qui étouffait le couloir. Nathan ne pouvait plus rester assis. Il se leva et commença à faire les 100 pas comme un animal en cage, d'un bout à l'autre du couloir, puis en arrière, puis en avant. Marcus l'observait avec inquiétude. En 15 ans de collaboration, il n'avait jamais vu Nathan aussi agité. Son patron avait affronté des canons d'armes à feu sans ciller, avait ordonné que l'on s'occupe de ses ennemis sans trembler. Mais maintenant, il était en train de s'effondrer. À la 8e heure, la lumière de la salle d'opération s'éteignit. Nathan resta figé au milieu du couloir, les yeux fixés sur les portes. Les portes s'ouvrirent lentement. Le Dr. Webb sortit, le visage épuisé, complètement indéchiffrable. Nathan ne pouvait pas dire ce qu'il pensait. Son esprit était vide. Nathan s'avança vers lui, chaque pas lui semblant lourd, comme s'il traînait des chaînes. Sa voix se brisa lorsqu'il tenta de parler. Elle. Le Dr. Webb le regarda, puis dit lentement, un mot après l'autre. Le cœur de Clara s'est arrêté sur la table d'opération. Le monde de Nathan s'écroula. Il vacilla, manquant de tomber. Marcus se précipita pour le rattraper, mais Nathan ne ressentait presque plus rien. Son cœur s'était arrêté. Clara est morte. Clara est morte. Ces mots résonnaient dans sa tête comme un glas funèbre. Le silence s'étira. 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes. Chaque seconde semblait durer une année. Le Dr. Webb continua, toujours d'une voix lente. 47 secondes. Son cœur s'est arrêté pendant 47 secondes. Nathan leva les yeux, incapable de croire ce qu'il venait d'entendre. Nous l'avons réanimée avec succès. Le Dr. Webb poursuivit. Elle s'est battue. Elle a survécu. L'opération a été un succès. Clara et Emily sont toutes deux hors de danger immédiat. Nathan était incapable de parler. Il resta là, à fixer le Dr. Webb, puis les portes de la salle d'opération, puis Marcus. Il ne savait pas ce qu'il ressentait. Soulagement, épuisement, désarroi, joie, tout à la fois. Il s'adossa contre le mur et glissa lentement sur le sol froid. Puis il pleura. Les larmes coulaient sur ses joues, hors de son contrôle. Pour la première fois depuis des décennies, Nathan Cross pleurait. Ses hommes se tenaient autour de lui, tellement choqués que personne ne pouvait dire un mot. Le parrain de la mafia le plus froid d'Amérique était assis sur le sol d'un hôpital, pleurant comme un enfant. Marcus détourna le regard et fit semblant de ne pas voir. Il comprenait que c'était un moment que son patron avait besoin de vivre seul. Le Dr. Webb regarda Nathan, la voix adoucie. « Elle a failli ne pas s'en sortir, dit-il, mais elle s'est battue comme si elle avait une raison de vivre. Je n'ai jamais vu personne avec une telle volonté. » Nathan murmura d'une voix brisée. « Elle en a une, c'est Emily. » Le Dr. Webb conduisit Nathan dans la salle de réveil. Clara était allongée là, immobile, sur le lit d'un blanc immaculé. Son visage était pâle comme du papier. Ses lèvres avaient perdu toute couleur. Un tube respiratoire était inséré dans son nez. Le moniteur cardiaque émettait un bip régulier. Une perfusion était branchée sur son bras mince. Elle semblait dormir. Mais ce n'était pas un sommeil ordinaire. C'était le sommeil de quelqu'un qui avait frôlé la mort et qui en était revenu. Nathan resta longtemps debout dans l'embrasure de la porte, sans rien faire d'autre que la regarder. Puis il entra lentement, approcha une chaise du lit et s'assit. Il regarda Clara. Il la regarda vraiment pour la première fois depuis 5 ans. Il réalisa qu'il ne l'avait jamais considérée comme un être humain. Elle était la nounou. C'était la personne qu'il payait pour s'occuper de sa fille. Elle n'était qu'un nom sur une liste d'employés. Mais maintenant, en la voyant allongée là, Nathan voyait une jeune femme de 28 ans avec toute sa vie devant elle. Tant de rêves encore à réaliser, tant de chemins encore à parcourir. Et elle était prête à tout abandonner. Elle était prête à sacrifier son avenir pour qu'Emily puisse avoir le sien. Les traits de Clara étaient délicats, épuisés et pâles à cause de la perte de sang, mais étrangement paisibles, comme si, même inconsciente, elle savait qu'elle avait fait le bon choix, comme si elle n'avait aucun regret, même si son cœur s'était arrêté pendant 47 secondes sur la table d'opération. Nathan tendit la main et prit celle de Clara. Une petite main fine, glacée,
Mais c'était cette main qui avait pris soin d'Emily pendant 5 ans. La main qui lui avait donné à manger cuillère après cuillère de porridge quand elle était malade. La main qui avait essuyé chaque larme quand Emily pleurait. La main qui avait tenu Emily pendant tant de nuits de cauchemars. Et maintenant, cette main avait signé des papiers acceptant de mourir pour que sa fille puisse vivre. Nathan la serra doucement, sa voix n'étant qu'un murmure dans la pièce silencieuse. « Pourquoi as-tu fait ça? Tu es folle? » Clara ne répondit pas. Elle resta immobile, seul le bruit régulier de la machine respiratoire se faisant entendre. « Tu ne me dois rien. » Nathan continua, la voix éraillée. « Tu ne dois rien à Emily. Tu es juste... Il s'arrêta. Juste quoi? Une nounou, une servante. Non, elle n'était pas seulement cela. C'était elle qui avait aimé Emily alors qu'il ne savait pas comment faire. C'était elle qui avait donné à Emily la tendresse d'une mère quand Rebecca était partie. Elle était la maman numéro 2, le nom qu'Emily utilisait encore, et elle méritait ce nom plus que quiconque au monde. Nathan baissa la tête jusqu'à ce que son front repose contre la main froide de Clara. « Merci, murmura-t-il, la voix brisée. Merci d'avoir sauvé Emily. Merci de l'avoir aimée. » Ses larmes tombèrent sur la main de Clara, chaude contre sa peau froide. Il n'essaya pas de les retenir. Il n'avait plus besoin d'être fort. Pas maintenant. Nathan resta un peu plus longtemps auprès de Clara, puis se leva, s'essuya les yeux et entra dans la pièce voisine. Emily était là aussi, également en convalescence, mais son état était beaucoup plus stable. Sa peau avait perdu une partie de sa teinte jaune et ne semblait plus aussi pâle qu'auparavant. Son rythme cardiaque était régulier. Sa respiration était plus profonde et plus régulière. Elle dormait toujours, mais son visage semblait plus paisible qu'il ne l'avait été depuis des mois. La nouvelle partie du foie commençait à fonctionner dans son corps, la partie que Clara lui avait donnée. Nathan regarda sa fille, puis se retourna et regarda à travers la vitre de la chambre voisine où Clara était allongée. Les 2 femmes les plus importantes de sa vie. L'une avait donné la vie à sa fille avec sa propre chair et son propre sang. Il approcha une chaise et s'assit entre les 2 chambres. À sa gauche se trouvait Clara. À sa droite, Emily. Il ne voulait quitter aucune des 2. Il ne pouvait quitter aucune des 2. À présent, il ne souhaitait qu'une seule chose, qu'elles se réveillent toutes les 2. Le 2e jour après l'opération, Emily ouvrit les yeux. Nathan était assis à côté du lit de sa fille, la tête baissée, épuisé après 2 nuits sans sommeil. Il sursauta lorsqu'il sentit une petite main faible s'enrouler autour de son doigt. Emily le regardait, les yeux encore embrumés, mais déjà alertes. Ses lèvres bougèrent, sa voix était rauque à force de ne pas avoir parlé depuis si longtemps. « Où est-ce maman numéro 2? Je veux voir maman. » Nathan sentit sa poitrine se serrer. La première chose que sa fille demanda ne concernait pas elle-même, ni la douleur, mais Clara. Il lui serra la main, s'efforçant de garder une voix aussi douce que possible. Maman se repose dans la chambre d'à côté. Maman est très fatiguée. Emily avait l'air inquiète. Elle essaya de s'asseoir, mais n'en avait pas la force. « Maman est malade, papa? » Nathan eut la gorge serrée. Il ne savait pas comment l'expliquer à une enfant de 6 ans. « Non, ma chérie, » dit-il d'une voix tremblante. « Maman n'est pas malade. Maman t'a sauvé. Maman t'a donné une partie de son foie. » Emily resta silencieuse pendant un moment, comme si elle essayait de comprendre ce qu'il voulait dire. Puis elle acquiesça faiblement, les yeux brillants. « Je le savais, » dit-elle d'une voix faible, mais certaine. « Je savais que maman ne m'abandonnerait pas. » Nathan regarda sa fille, surpris par son calme. Emily faisait tellement confiance à Clara qu'elle ne doutait pas un seul instant que Clara ferait tout ce qu'il fallait pour la sauver. Et Clara avait fait exactement cela. Emily regarda son père et pencha la tête. « Papa, tu as pleuré? » Nathan sursauta et s'empressa d'essuyer ses yeux. « Non, » dit-il, essayant de paraître normal. « Papa est juste très heureux. » Emily esquissa un léger sourire, son premier depuis plusieurs jours. « Tu es vraiment un mauvais menteur, papa. » Nathan rit aussi. Pour la première fois après des jours de tension et de peur, sa fille était toujours là, toujours capable de sourire. Toujours capable de le taquiner. C'était le plus grand miracle dont il ait jamais été témoin. « Papa, quand est-ce que je pourrais voir maman? » demanda Emily, la voix pleine de nostalgie. « Quand maman se réveillera, lui promit Nathan, je t'emmènerai la voir. » Le 3e jour, Clara ouvrit les yeux. Tout autour d'elle était flou. Les lumières vives l'obligèrent à refermer les yeux avant de les rouvrir lentement. Elle ne savait pas où elle était,
seulement que tout son corps était douloureux et qu'elle se sentait faible. Puis les souvenirs affluèrent. L'opération, le foie, Emily. Clara essaya de parler, mais sa gorge était rugueuse comme du papier de verre. « Emily, est-ce qu'Emily va bien? » Une infirmière debout à côté du lit lui sourit. « Elle va bien, mieux que bien. La greffe du foie a été un succès. Emily se remet bien. » Clara pleura. Des larmes coulaient sur ses joues, chaudes et incontrôlables. Mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse. C'étaient des larmes de bonheur, des larmes de soulagement. Emily était en vie. L'enfant était en vie. « Laissez-moi voir Emily », tenta de dire Clara en essayant de se redresser. L'infirmière posa doucement une main sur son épaule. « Vous avez besoin de repos. » Emily se remet aussi. « Vous la verrez bientôt. » Clara voulait protester, mais elle n'avait plus de force. Elle se laissa retomber sur l'oreiller, les yeux toujours fixés sur la porte, comme si elle pouvait voir à travers le mur jusqu'à l'endroit où se trouvait Emily. La porte s'ouvrit. Nathan entra, le visage impassible, froid comme à son habitude. Clara le regarda, la peur montant dans sa poitrine. Il est en colère. Il doit être en colère qu'elle ait tout fait derrière son dos. « Monsieur Cross, » commença Clara, la voix tremblante. « Je suis désolée. Je sais que je n'avais pas le droit. » Nathan l'interrompit. « Vous allez vous excuser d'avoir sauvé la vie de ma fille. » La tension envahit la pièce comme un fil tendu. Clara ne savait pas quoi dire. Elle regarda Nathan, essayant de le comprendre, mais n'y parvint pas. Nathan s'approcha du lit. Puis il fit quelque chose que Clara n'aurait jamais imaginé. Il s'agenouilla. Le plus puissant chef mafieux de la côte et des États-Unis s'agenouilla à côté du lit d'une nounou. Clara était stupéfaite et essaya de se relever. « Monsieur Cross, vous... » Nathan leva les yeux vers elle, les paupières rougies. « Vous m'avez donné quelque chose que tout mon argent et tout mon pouvoir ne pouvaient acheter, » dit-il d'une voix rauque. « Vous avez donné la vie à ma fille. Vous étiez prête à mourir pour elle. Je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas comment vous remercier. » Clara secoua faiblement de la tête. « Je n'ai pas besoin que vous me remerciez, » murmura-t-elle. « J'ai seulement besoin d'être avec Emily. C'est tout ce que je veux, » acquiesça Nathan, les yeux brillants. « Tu resteras, » dit-il d'une voix ferme. « Pour toujours, si tu le souhaites. Tu es chez toi ici désormais. » Et pour toujours, Clara ferma les yeux, les larmes coulant toujours. Mais c'étaient des larmes de soulagement. Elle avait tenu sa promesse. Emily était en vie, et elle aussi. C'était tout ce dont elle avait besoin. La nouvelle se répandit en quelques heures seulement. Une infirmière de l'équipe chirurgicale en parla à ses amis. Ses amis en parlèrent à d'autres. Et l'histoire se répandit comme une traînée de poudre. Une nounou donne son foie pour sauver la fille d'un parrain de la mafia. Des titres sensationnels apparurent sur d'innombrables sites d'information. Les journalistes des chaînes de télévision et des journaux, petits et grands, envahirent l'hôpital. Ils attendaient à l'entrée, essayant de se frayer un chemin à l'intérieur, essayant de prendre une seule photo pour obtenir une déclaration de n'importe qui. L'hôpital devint un champ de bataille pour les médias, mais tous n'étaient pas bienveillants. Un tabloïd a publié un titre qui a donné envie à Nathan de tout casser. Une nounou fait don de son foie. Par amour ou par argent, ils ont spéculé que Clara l'avait fait parce que Nathan lui avait promis des millions de dollars. Ils ont dit qu'elle avait tout calculé, sachant que le chef de la mafia ne la laisserait jamais manquer de rien après avoir sauvé la vie de sa fille. Certains sont allés encore plus loin, affirmant qu'elle avait séduit Nathan Cross, que c'était un stratagème d'une femme qui essayait de gravir les échelons. Ces calomnies se sont répandues sur les réseaux sociaux, suscitant des milliers de commentaires malveillants. Nathan a lu ces messages et sa rage a éclaté comme un volcan. Il a convoqué ses hommes, la voix glaciale. « Trouvez qui a écrit ça. » Marcus se tenait à ses côtés et secouait la tête. « Monsieur, si nous agissons, cela attirera encore plus l'attention. La presse aura encore plus de raisons d'écrire sur vous, sur Clara, sur Emily. » Nathan serra les dents. Il savait que Marcus avait raison. Il ne pouvait pas laisser la rage prendre le dessus. Pas maintenant. Au lieu de cela, il ordonna à ses gardes d'encercler l'hôpital. Aucun journaliste n'était autorisé à entrer. Aucun objectif de caméra ne serait pointé vers la chambre de Clara ou celle d'Emily. Quiconque tenterait de s'introduire dans l'hôpital en subirait les conséquences. Clara était allongée dans sa chambre d'hôpital, inconsciente de la tempête qui faisait rage à l'extérieur, jusqu'à ce qu'elle emprunte le téléphone d'une infirmière pour consulter les actualités. Son visage pâlit lorsqu'elle lut les gros titres.
les rumeurs, les commentaires cruels. Elle se moquait de ce que les gens disaient d'elle. Elle avait l'habitude d'être sous-estimée, rejetée, mais elle craignait que cela affecte Emily. Elle craignait qu'un jour, quand Emily serait grande, l'enfant lise ces choses et doute de l'amour de Clara. Nathan entra dans la chambre et vit Clara fixer l'écran du téléphone, le regard triste. Il lui prit le téléphone des mains et le posa sur la table. « Ne fais pas attention à eux, dit-il d'un ton catégorique. Ils ne méritent pas que tu t'en préoccupes. Clara secoua la tête, la voix faible. Je me fiche de moi. J'ai seulement peur pour Emily. J'ai peur qu'un jour, elle lise tout cela et pense cela. Nathan l'interrompit. Personne ne touchera à Emily, dit-il d'un ton ferme, comme s'il s'agissait d'un serment. Je te promets que je la protégerai et que je te protégerai. Personne n'a le droit de vous faire du mal à aucune de vous deux. Mais tout n'était pas négatif. Parallèlement aux rumeurs malveillantes, des milliers de personnes ont partagé cette histoire avec une profonde admiration. Le hashtag Mummy Number 2, maman numéro 2, est devenu tendance sur les réseaux sociaux. Les gens ont qualifié Clara de héroïne discrète, de mère sans lien de sang, d'ange sans elle. Beaucoup de mères ont pleuré en lisant l'histoire, disant qu'elles aimeraient en trouver un amour inconditionnel comme celui que Clara portait à Emily. Des dizaines de chaînes de télévision ont envoyé des demandes d'interview. Elles voulaient que Clara passe à l'écran pour raconter son histoire. Elles lui ont promis de l'argent, lui ont promis de la rendre célèbre. Clara a tout refusé. Je ne l'ai pas faite pour être célèbre. Elle a répondu à Nathan lorsqu'il lui a demandé ce qu'elle voulait. Je n'ai pas besoin que quelqu'un connaisse mon nom. J'ai seulement besoin qu'Emily soit en bonne santé. C'est ma récompense. Nathan l'a regardé et quelque chose dans ses yeux avait changé. Du respect, de l'admiration, et peut-être quelque chose de plus profond qu'il n'avait pas encore reconnu. Alors que la tempête médiatique faisait rage, Clara était allongée tranquillement dans son lit d'hôpital, sans regarder la télévision ni consulter son téléphone. Elle ferma les yeux et pensa à Emily. Elle attendait seulement d'être assez forte pour aller dans la chambre de l'enfant et la prendre dans ses bras. C'était la seule chose qu'elle voulait. Pas d'argent, pas de célébrité, seulement être avec Emily. 2 semaines passèrent. Emily se rétablit plus vite que tout le monde ne l'avait prévu. Elle pouvait s'asseoir dans son lit, manger davantage, parler davantage et, surtout, rire davantage. La couleur revenait lentement sur ses joues qui avaient été aussi pâles que du papier. Ses yeux s'illuminaient chaque fois que quelqu'un venait lui rendre visite. Le Dr. Webb examinait Emily tous les jours et ne pouvait cacher son étonnement. « C'est un miracle, dit-il à Nathan. Son corps réagit parfaitement au nouveau foie. Je n'ai jamais vu une greffe de foie se rétablir aussi rapidement. C'est comme si ce foie avait été fait pour elle. » Clara se rétablissait plus lentement. Elle avait perdu beaucoup de sang pendant l'opération. Son cœur s'était arrêté pendant 47 secondes et son corps avait besoin de temps pour guérir. Mais elle ne se plaignait jamais. Chaque jour, la première question qu'elle posait à son réveil concernait toujours Emily. Emily avait-elle déjà pris son petit déjeuner? Emily avait-elle bien dormi? Emily avait-elle ri? Dès que son corps le lui permettait, elle demandait aux infirmières de la conduire dans la chambre d'Emily. Elle se tenait la main et parfois, elle ne disait pas un mot. Elle se regardait simplement et se souriait. Les mots étaient inutiles. La présence de l'autre suffisait. Nathan avait changé. Il ne travaillait plus comme avant. Il ne passait plus ses journées en réunion avec ses hommes. Il ne donnait plus d'ordre à tout va au téléphone. Il restait à l'hôpital presque toute la journée. Le matin, il allait dans la chambre d'Emily, s'asseyait à côté du lit de sa fille et lui lisait des contes de fées sur les princesses et les princes, sur les miracles et les fins heureuses. Emily écoutait, les yeux brillants. L'après-midi, il se rendait dans la chambre de Clara, s'asseyait et discutait avec elle, ou restait simplement assis en silence à ses côtés. Parfois, il parlait d'Emily, de leur projet pour quand elle serait complètement rétablie. Parfois, il restait simplement assis à regarder par la fenêtre. Un après-midi, Nathan entra dans la chambre de Clara avec un récipient rempli de porridge. Clara le regarda avec surprise. Il avait apporté la nourriture de ses propres mains, sans envoyer de garde du corps ni de domestique. « C'est toi qui l'as préparé ?» demanda-t-elle, incapable de cacher son étonnement. Nathan esquissa un sourire. « Non, mais j'ai choisi le meilleur endroit de la ville, du porridge au poulet. J'ai entendu dire que c'était bon pour quelqu'un qui venait de subir une opération.
Clara rit. C'était la première fois qu'elle riait vraiment depuis l'opération. Un son doux, mais réel, emplit la chambre d'hôpital. Nathan la regarda rire et ses yeux s'adoucirent d'une manière qui lui sembla étrange. Il s'assit sur la chaise à côté de son lit et posa le récipient sur la table. « À quoi as-tu pensé quand tu as décidé de faire ça? » demanda-t-il d'une voix plus douce que d'habitude. Clara resta silencieuse un instant et baissa les yeux vers ses mains. « J'ai pensé à Lily, dit-elle. Ma sœur. Je me suis dit que si à l'époque, quelqu'un avait été prêt à faire ce que j'ai fait pour elle, elle serait encore en vie. Elle aurait grandi, serait allée à l'école, aurait eu des amis, aurait mené une vie normale. Mais personne ne l'a fait, et elle est morte. » Elle leva les yeux vers Nathan. « Je ne peux pas changer le passé, mais je peux changer l'avenir d'Emily. Je peux m'assurer qu'elle ne souffre pas comme Lily a souffert. Voilà pourquoi. » Nathan acquiesça. « Je comprends. » Un silence s'ensuivit, mais c'était un silence confortable, pas pesant. Ils restèrent assis là, sans avoir besoin d'en dire plus, et c'était très bien ainsi. Un mois après l'opération, Clara et Emily sortirent de l'hôpital. Nathan les ramena lui-même au manoir. Emily était assise à l'arrière, la main fermement agrippée à celle de Clara, les yeux fixés sur la vitre de la voiture. Lorsque la voiture s'arrêta devant les grilles du manoir, Emily poussa un cri de joie. Elle était chez elle. « Je suis chez moi. » Clara regarda le manoir et sentit quelque chose de différent. Elle ne pouvait pas mettre le doigt dessus tout de suite, mais quelque chose avait changé. Nathan ouvrit la portière de la voiture pour elles deux, observant la réaction de Clara. Le manoir n'était plus froid et sombre comme avant. Nathan avait fait redécorer toute la maison pendant qu'elles étaient à l'hôpital. De nouveaux rideaux de couleur crème avaient remplacé les lourds rideaux noirs. Des fleurs fraîches étaient disposées sur la table du salon, diffusant un parfum délicat. Les dessins qu'Emily avait réalisés depuis l'âge de 3 ans étaient soigneusement encadrés et accrochés au mur. La lumière pénétrait à flot par les grandes baies vitrées, redonnant vie à la maison. Nathan conduisit Clara dans sa chambre. Elle s'arrêta sur le seuil, stupéfaite. Sa chambre avait été entièrement rénovée. Un nouveau lit avec des draps blancs crème, une nouvelle armoire, une nouvelle coiffeuse, une grande fenêtre donnant sur un jardin fleuri. Ce n'était plus la chambre d'une nounou. C'était la chambre d'un membre de la famille. C'était sa maison. « C'est ta maison, » dit Nathan doucement. « Je veux que tu te sentes à l'aise. » Clara eut la gorge serrée et ne trouva pas les mots. Elle se contenta d'acquiescer, les larmes aux yeux. « Merci, » murmura-t-elle. Emily entra en courant dans la maison, en courant vraiment, sans être assise dans un fauteuil roulant comme quelques mois plus tôt. Son rire résonna dans tout le manoir. C'était le plus beau son que cet endroit ait jamais entendu. Clara s'assit sur le canapé du salon et regarda Emily courir d'une pièce à l'autre, explorant tout comme si elle voyait la maison pour la première fois. Des larmes coulaient des yeux de Clara, non pas de tristesse, mais de bonheur. Nathan s'assit à côté d'elle et ne dit pas un mot. Mais sa présence à ses côtés à ce moment-là suffisait. 2 mois s'étaient écoulés depuis le jour où ils étaient rentrés chez eux. La vie dans le manoir avait complètement changé. Emily devenait chaque jour plus forte, courant partout comme si elle n'avait jamais été malade. Clara s'était également complètement rétablie, reprenant soin d'Emily comme elle l'avait toujours fait. Mais maintenant, tout était différent. Elle n'était plus seulement la nounou. Elle faisait partie de la famille. Un matin, Nathan frappa à la porte de Clara, son téléphone à la main. « J'ai reçu cet email, » dit-il en lui tendant le téléphone. « Ils veulent vous rencontrer. » Clara lut l'email, ses yeux parcourant chaque ligne. Une fondation caritative internationale voulait l'inviter à New York pour lui remettre un prix humanitaire. La cérémonie se déroulerait devant des milliers de personnes. Il voulait qu'elle prenne la parole pour raconter son histoire. « Votre histoire inspirera des millions de personnes, » disait l'email. « Vous deviendrez un symbole d'amour inconditionnel, de nobles sacrifices. » Clara finit de lire, puis secoua doucement la tête et rendit le téléphone à Nathan. « Je ne veux pas y aller. » Nathan fronça les sourcils. « Pourquoi? C'est une chance pour vous d'être reconnu, pour que les gens sachent ce que vous avez fait. » Clara ne répondit pas tout de suite. Elle se retourna et regarda par la fenêtre où Emily était assise dans le jardin, jouant avec les poupées que Nathan lui avait achetées. Le soleil de l'après-midi se reflétait sur ses cheveux noirs qui repoussaient lentement, formant un petit halo. « J'ai déjà ma récompense, » dit Clara d'une voix douce mais assurée. « Elle est en vie, elle est en bonne santé, elle rit là-bas. C'est tout ce que je veux.
Je n'ai pas besoin d'une récompense. Je n'ai pas besoin de gloire. Je n'ai pas besoin que quelqu'un connaisse mon nom. Nathan suivit le regard de Clara et regarda Emily. Il resta là longtemps, silencieux. Puis il comprit. Il y avait des choses que l'argent ne pouvait acheter, des choses qui ne pouvaient être mesurées par la renommée ou les récompenses. L'amour de Clara pour Emily était inconditionnel. Elle ne l'avait pas faite pour être récompensée. Elle ne l'avait pas faite pour être félicitée. Elle l'avait faite parce qu'elle aimait Emily. C'était aussi simple que cela. « Très bien, dit Nathan. Je vais refuser pour toi. » Clara se retourna vers lui et lui adressa un petit sourire. « Merci. » Nathan ne partit pas tout de suite. Il resta à côté de Clara et ensemble, ils regardèrent Emily jouer dans le jardin. Le silence s'installa entre eux, mais c'était un silence confortable et chaleureux. « Tu sais, dit enfin Nathan, d'une voix plus calme que d'habitude. Je pensais savoir ce qu'était la force. J'ai bâti un empire à partir de rien. Je faisais trembler les gens rien qu'en prononçant mon nom. Je contrôlais tout, des rues au gratte-ciel. Je pensais que c'était ça, le pouvoir. » Il fit une pause et regarda Clara. « Mais ce que tu as fait, c'est ça, le vrai pouvoir. Le pouvoir d'aimer tellement que tu es prête à tout sacrifier. Le pouvoir de donner sans rien attendre en retour. Le pouvoir de faire passer la vie de quelqu'un d'autre avant la tienne. Je n'aurais jamais pu faire ça, mais toi, tu l'as fait. » Clara ne savait pas quoi dire. Elle se contenta de sourire faiblement, les yeux toujours fixés sur Emily. Nathan se tourna vers elle, la voix grave. « Je te promets une chose. À partir de maintenant, Emily et toi serez protégés à tout prix. Personne ne vous touchera. Peu importe qui ils sont, peu importe leur pouvoir, c'est ma parole. » Clara regarda droit dans les yeux l'homme autrefois considéré comme le plus impitoyable d'Amérique. Mais elle ne vit pas de cruauté. Elle vit de la sincérité, de la détermination et peut-être une profonde gratitude qu'il ne savait pas exprimer avec des mots. « Je te fais confiance, dit-elle. »« Maman, la voix d'Emily retentit depuis le jardin, rompant le silence. La petite fille courut vers la maison et enlaça les jambes de Clara. « Viens jouer avec moi. Je veux jouer à cache-cache. » Clara rit. « D'accord, d'accord. Laisse maman mettre ses chaussures. » Emily se tourna vers Nathan, ses yeux ronds fixés sur lui avec une vive attente. « Papa, viens aussi. » Nathan hésita. Il n'avait pas l'habitude de jouer. Il ne savait pas comment faire ce genre de choses. Toute sa vie, il n'avait su que donner des ordres, menacer, contrôler. Il ne savait pas comment être un père ordinaire. Mais Clara le regarda et lui fit un petit signe de tête, comme pour l'encourager. Nathan poussa un soupir et fit semblant d'être agacé. « D'accord, 10 minutes. » Pas plus. Emily poussa un cri de joie, attrapa leurs deux mains et les entraîna dans le jardin. Cet après-midi-là, dans un jardin baigné de soleil, on entendait les rires d'une enfant, d'une nounou et d'un parrain de la mafia. Personne n'aurait pu imaginer en les voyant qu'ils formaient une famille, mais c'était pourtant le cas. À leur manière, une année s'écoula. Le manoir de Nathan Cross était à nouveau décoré de mille feux. Des ballons de toutes les couleurs étaient suspendus au plafond. Des rubans scintillants étaient enroulés autour de l'escalier. Un gâteau à 3 étages surmonté d'un chiffre 7 trônait au centre de la table de fête. Tout ressemblait à l'année dernière, mais l'atmosphère était complètement différente. L'année dernière, la musique entraînante ressemblait à une musique funèbre. Cette année, la musique entraînante était vraiment entraînante. L'année dernière, tous les sourires étaient forcés, cachant la douleur. Cette année, tous les sourires étaient sincères, rayonnant du plus profond du cœur. Ce n'était plus une fête d'adieu. C'était une célébration de la vie. Emily, 7 ans, courait dans le manoir, débordant d'énergie comme un petit tourbillon. Ses cheveux noirs avaient repoussé. Ils lui arrivaient maintenant aux épaules, brillants et forts. Ses joues étaient roses, ses yeux brillants, son sourire radieux et ininterrompu. Elle portait une robe jaune vif comme le soleil et sur la tête, une couronne en papier qu'elle avait fabriquée elle-même. Pas de fauteuil roulant, pas de respirateur, pas d'aiguille ni de perfusion. Juste une enfant de 7 ans en bonne santé et heureuse qui profitait de son anniversaire. Les invités de cette année n'étaient pas seulement les enfants des hommes de Nathan. Il y avait aussi les camarades de classe d'Emily à l'école primaire. Des enfants qu'elle avait appris à connaître au cours de l'année écoulée. Il y avait des voisins, des gens qui avaient entendu parler de son histoire et qui voulaient venir faire la fête. Il y avait même des infirmières qui s'étaient occupées d'Emily à l'hôpital,
celles qui avaient pleuré lorsqu'elles avaient appris qu'elle s'en était sortie. Et il y avait le Dr. Webb, debout dans un coin, avec un sourire satisfait, regardant l'enfant qui, selon lui, ne vivrait pas plus de 4 mois, courir et rire avec une joie insouciante. Les rires remplissaient la maison. La musique résonnait. Les enfants se poursuivaient d'une pièce à l'autre. Le manoir qui semblait autrefois aussi froid qu'un tombeau était désormais chaleureux et débordant de vie. Nathan se tenait près de l'entrée, une caméra vidéo à la main, enregistrant chaque instant. Il souriait tandis que l'objectif suivait Emily. Un vrai sourire, sans contrainte, sans dissimuler de douleur. Au cours de l'année écoulée, il avait beaucoup changé. Il travaillait moins, confiait davantage ses affaires à ses employés. Il restait davantage à la maison, dînait tous les jours avec Emily, lui faisait la lecture avant qu'elle s'endorme. Il riait davantage, parlait davantage, vivait davantage. Marcus se tenait à proximité et murmurait à l'oreille d'un autre homme. Il est différent maintenant, comme un homme complètement nouveau. C'est grâce à Clara. Clara se tenait près de la table du gâteau, vêtue d'un simple chemisier bleu. Elle s'était complètement rétablie. Son corps était aussi fort qu'avant l'opération. Seule une longue cicatrice sur son abdomen subsistait. La marque de l'opération de 8 heures subie l'année dernière. Mais elle n'avait pas honte de cette cicatrice. Elle la considérait comme une médaille, comme la preuve de l'amour qu'elle portait à Emily. Chaque fois qu'elle la regardait, elle se rappelait qu'elle avait fait le bon choix. Elle regardait Emily jouer avec ses amis, les yeux brillants de bonheur. C'était tout ce qu'elle voulait. C'était la plus grande récompense de sa vie. Quand vint le moment de souffler les bougies, Emily se plaça devant le gâteau. 7 bougies brillaient comme de petites étoiles. Tout le monde comptait à rebours. 3, 2, 1. Emily prit une profonde inspiration, puis souffla fort. Les 7 bougies s'éteignirent d'un coup. Tout le monde applaudit et acclama. Emily sourit, du glaçage sur le nez, comme l'année dernière. Mais cette année, ce sourire n'était pas celui d'une enfant attendant la mort. C'était le sourire d'une enfant qui avait tout l'avenir devant elle. Au milieu de la fête, alors que tout le monde mangeait du gâteau et discutait, Emily cessa soudainement de jouer. Elle resta immobile un instant, comme si elle réfléchissait à quelque chose, puis courut vers Clara, le visage inhabituellement sérieux. La pièce devint silencieuse tandis que tout le monde se tournait vers elle. Emily prit la main de Clara, sa voix faible mais claire dans le silence de la pièce. « Maman numéro 2, maintenant je vais vraiment pouvoir vivre, n'est-ce pas? » Clara sentit son cœur se serrer. Elle s'agenouilla lentement, à hauteur des yeux d'Emily. Elle posa sa main sur la joue de l'enfant, sentit sa peau chaude et rose, puis posa son front contre celui d'Emily. Ses yeux se remplirent de larmes, mais sa bouche esquissa un sourire. « Oui, mon amour, dit-elle d'une voix éraillée mais débordante d'amour. Tu vas vivre, tu vas grandir, aller à l'école, avoir des amis, avoir des rêves. Tu vas avoir un avenir radieux et maman sera toujours là. » Emily enlaça Clara et ne la lâcha plus. Elle enfouit son visage dans l'épaule de Clara, ses petits bras serrés autour du cou de Clara. Personne ne parlait. La pièce resta silencieuse, seulement troublée par les sanglots étouffés de quelques invités qui essuyaient leurs larmes. Sur une étagère voisine se trouvait un cadre spécial. À l'intérieur, il n'y avait pas de photo, mais la lettre que Clara avait écrite la veille de l'opération. Nathan l'avait fait encadrer avec soin et l'avait placé là en souvenir. Un souvenir que le véritable amour n'a pas besoin d'autorisation, que la famille n'a pas besoin d'avoir le même sang, que parfois, les miracles viennent d'endroits où personne ne les attend. Nathan baissa son appareil photo et regarda Clara et Emily se serrer dans les bras. Il n'immortalisa pas ce moment. Certaines choses n'avaient pas besoin d'être enregistrées sur vidéo. Elles resteraient à jamais gravées dans son cœur. Les invités rentrèrent tous chez eux. Le manoir redevint calme après une longue journée remplie de rires. Les ballons flottaient toujours près du plafond. Le gâteau, à moitié mangé, était posé sur la table, mais la chaleur enveloppait encore les pièces. Emily était épuisée après avoir joué toute la journée. Elle dormait profondément sur le canapé, toujours vêtue de sa robe jaune, sa couronne en papier penchée sur le côté. Son visage était paisible dans son sommeil. Ses lèvres étaient légèrement incurvées, comme si elle rêvait de quelque chose de beau. Clara était assise à côté d'elle, caressant doucement ses cheveux noirs et brillants. Il y a 1 an, ses cheveux avaient presque tous disparu à cause de la chimiothérapie. Aujourd'hui, il lui arrivait aux épaules, doux et fort,
Un véritable miracle. Nathan était assis dans le fauteuil en face d'elle, les observant en silence. Son regard était doux. Rien à voir avec le regard froid que le monde souterrain avait connu autrefois. Il y a un an, dit-il d'une voix aussi légère qu'un souffle, j'ai cru que j'allais la perdre. J'ai cru que cette fête d'anniversaire serait la dernière. Je m'étais préparé au pire. Clara le regarda, le regard chaleureux. Mais tu ne l'as pas perdu. Nathan acquiesça. Grâce à toi. Clara secoua doucement la tête. Parce qu'Emily est forte. Elle s'est battue. J'ai seulement fait ce que n'importe quelle mère ferait quand son enfant est en danger. Nathan la regarda et ses yeux exprimaient quelque chose de plus profond que de la gratitude. Non, dit-il d'une voix assurée. Tout le monde n'aurait pas pu faire ce que tu as fait. Tout le monde ne serait pas prêt à risquer sa vie pour un enfant qui n'est pas de son sang. Tu es spéciale, Clara. Tu as toujours été spéciale. Nathan se leva, s'approcha et s'assit à côté de Clara sur le canapé. Il ne parla pas tout de suite. Il resta simplement assis là, en silence. Puis il tendit la main et prit doucement la sienne. Clara baissa les yeux, sentit sa main chaude et ferme. Elle ne la retira pas. Ensemble, ils regardèrent Emily dormir, leur fille, non pas de sang, mais d'amour. Non pas par un acte de naissance, mais par des nuits blanches, des larmes, des sacrifices silencieux. Tu crois, dit Nathan d'une voix empreinte d'une hésitation rare, que nous pourrions former une famille? Clara sourit et lui serra la main. Nous sommes déjà une famille, depuis longtemps. Nathan acquiesça et ses yeux s'illuminèrent. Il serra sa main plus fort et ils restèrent assis là à regarder Emily dormir. Dehors, le soleil se couchait, peignant le ciel d'un rouge orangé éclatant. La lumière du coucher de soleil inondait la pièce de rayons chauds. Dans cette pièce chaleureuse, il y avait 3 personnes. Un parrain de la mafia qui avait autrefois été la plus grande crainte de la ville. Une nounou qui avait tout perdu et croyait n'avoir plus rien à perdre. Et une fillette de 7 ans qui avait autrefois frôlé la mort. Ils ne ressemblaient à aucune famille au monde, mais ils s'aimaient et c'était tout ce dont ils avaient besoin. Notre histoire s'arrête ici, mais la leçon restera. Le véritable amour ne nécessite pas de lien du sang. Une véritable famille n'a pas besoin de papier pour le prouver. Parfois, les miracles ne viennent pas des hôpitaux ou des médecins. Ils viennent du cœur de personnes ordinaires assez courageuses pour aimer sans condition. Clara nous a appris que la plus grande force n'est pas l'argent ou le pouvoir, mais le courage de se sacrifier pour ceux que l'on aime. Et vous, qu'en pensez-vous? Qu'avez-vous ressenti en lisant cette histoire? Y a-t-il eu un moment qui vous a fait pleurer? Y a-t-il un détail qui vous a fait penser à quelqu'un dans votre propre vie? Partagez ce que vous avez sur le cœur dans les commentaires ci-dessous. Nous aimerions vraiment le savoir. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime et à la partager avec vos proches. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne pas manquer d'autres histoires émouvantes chaque jour. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin. Nous vous souhaitons, à vous et à votre famille, une bonne santé, une vie joyeuse et des jours paisibles remplis d'amour. Au revoir et à bientôt dans la prochaine vidéo.